Le métal scintillait sous le soleil de midi, attirant l'attention du garde forestier James Tridwell alors qu'il effectuait son inspection de routine de la tanière d'ours abandonnée. Il suivait les migrations des ours noirs dans le parc national des Glaciers, dans le Montana, depuis près de 10 ans, documentant leurs déplacements dans le cadre d'un programme complet de gestion de la faune. Cette tanière, vidée après le dégel printanier, contenait les débris habituels, ossements d'animaux, matière végétale, vieilles fourrures, mais quelque chose d'anormal gisait partiellement enfoui sous les détritus. Le métal scintillait au soleil de midi, attirant l'attention du garde forestier James Tridwell, alors qu'il effectuait son inspection de routine de la tanière abandonnée. Il suivait les migrations des ours noirs dans le parc national des Glaciers, dans le Montana, depuis près de 10 ans, documentant leurs déplacements dans le cadre d'un programme complet de gestion de la faune sauvage. Cette tanière, désertée après le dégel printanier, contenait les débris habituels, ossements d'animaux, matière végétale, vieilles fourrures, mais quelque chose d'anormal gisait partiellement enfoui sous les détritus. Tridwell s'accroupit, époussetant la terre de sa main gantée, et sentit son sang se glacer. Un petit bracelet en argent en émergea, terni mais reconnaissable entre mille. De minuscules breloques pendaient à la chaîne délicate, un papillon, une licorne, un cœur gravé de la lettre L, Jésus-Christ, murmura Tridwell, son souffle perçant dans l'air frais de la montagne. Il avait déjà vu ce bracelet, non pas en personne, mais dans d'innombrables avis de recherche, bulletins d'information et comptes rendus de recherche. Il avait appartenu à Lily Morgan, une petite fille de 3 ans disparue sans laisser de traces lors d'un camping familial dans ce même parc 4 ans plus tôt. Sa disparition avait déclenché l'une des plus vastes opérations de recherche de l'histoire du parc, mobilisant des centaines de bénévoles, des chiens de recherche et même des militaires équipés d'appareils d'imagerie thermique. Il n'avait rien trouvé, aucun fragment de vêtement, aucune empreinte de pas, aucune trace de la petite fille aux couettes blondes et au sourire édenté. Jusqu'à maintenant. Tridwell a immédiatement contacté le quartier général du parc par radio, la voix tendue. Ici le garde forestier Tridwell, point de coordonnées 47-18-22. J'ai trouvé des preuves liées à l'affaire Morgan. Je répète, j'ai trouvé des preuves liées à l'affaire Morgan. Une équipe de police scientifique et les forces de l'ordre sont immédiatement sur place. En quelques heures, la paisible clairière montagneuse s'est transformée en scène de crime. Un ruban jaune a bouclé la zone autour de la tanière de l'ours. Les techniciens de la police d'État du Montana, vêtus de combinaisons blanches anti-VEC, ont soigneusement documenté, photographié et collecté chaque particule de terre et de débris de la caverne. L'agent spécial du FBI Diana Wells, affectée à l'affaire depuis le début, se tenait sur le périmètre, l'air sombre, observant l'équipe à l'œuvre. À quelle distance sommes-nous du campement initial, demanda-t-elle à Tridwell, resté sur place comme agent de liaison avec le service des parcs. À environ 13 km à vol d'oiseau, répondit-il en pointant le doigt vers le nord-ouest. Mais c'est un terrain accidenté, des ravins escarpés, une forêt dense, aucun sentier aménagé. Même un randonneur expérimenté aurait du mal à y parvenir. Et une enfant de 3 ans. Tridwell secoua la tête. Impossible toute seule. L'inspecteur Frank Mercer, de la police d'État du Montana, les rejoignit, tenant à la main un sac contenant le bracelet. Les premiers tests sur le terrain confirment qu'il est en argent et qu'il correspond à la description des parents. Ce charme est fait sur mesure, d'après leur déclaration. Il lui appartient sans aucun doute. L'agent Wells hocha la tête, son regard sombre scrutant la forêt environnante. La question est, comment est-il arrivé ici? Les ours ne collectionnent pas les bijoux. Ils collectionnent la nourriture, si, dit Mercer d'une voix douce. L'insinuation pesait lourd dans l'air de la montagne. Les ours étaient des prédateurs opportunistes et des charognards. L'idée que la petite Lily Morgan ait pu être victime de l'un d'eux était à la fois tragique et, de façon troublante, l'explication la plus logique. Il faut prévenir les parents, dit finalement Wells. Et ne pas en parler aux médias avant d'avoir procédé à un examen approfondi de la tanière et des environs. S'il y a des restes. Elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin.
Les mains de Karen Morgan tremblaient tandis qu'elle serrait le sac contenant le bracelet de sa fille. Son mari, David, se tenait à ses côtés dans leur modeste maison de Missoula, une main sur son épaule, le visage empreint d'un chagrin contenu. « Je lui ai mis ça ce matin-là, » murmura Karen. C'était un cadeau de sa grand-mère pour ses 3 ans. Elle adorait ses breloques, surtout le papillon. Elle le faisait voler à son poignet. L'agent Wells observait attentivement le couple. Après 4 ans d'enquête sur la disparition de Lily, elle avait appris à bien connaître les Morgan, leur douleur, leur résilience, la tension que la perte de leur enfant unique avait exercée sur leur mariage. Ils s'étaient brièvement séparés au cours de la 2e année, avant de se retrouver après 6 mois de thérapie, déterminés à affronter leur deuil ensemble. Madame Morgan, Monsieur Morgan, commença doucement Wells. Je dois vous reparler de cette journée. Je sais que vous avez raconté cette histoire des dizaines de fois, mais parfois, avec de nouvelles preuves, des détails oubliés peuvent refaire surface. David Morgan hocha la tête d'un air sombre. Nous comprenons. Tout ce qui peut nous aider à retrouver notre fille. Karen prit une grande inspiration et commença sa récitation familière. Nous sommes arrivés au camping vers midi le 12 juin. C'était un samedi. Le temps était parfait, ensoleillé, environ 22 degrés Celsius. Nous avons installé notre tente à Pine Valley, déjeuné, puis décidé de partir en randonnée sur l'un des sentiers plus courts des environs. Lily était ravie, ajouta David. Elle parlait d'avoir vu des ours et des loups depuis des semaines avant le voyage. Nous lui avons dit que ces animaux étaient timides et qu'elle n'en verrait probablement pas, mais qu'elle devrait nous le dire immédiatement si c'était le cas. Après le dîner, on a fait griller des guimauves et on s'est raconté des histoires, a poursuivi Karen. Lily s'est endormie sur mes genoux vers 20h30. On l'a mise dans la tente, dans son sac de couchage, entre nous, et on s'est couché vers 22h. Quand je me suis réveillé à 18h15 le lendemain matin, elle avait disparu. Le rabat de la tente était ouvert. J'ai cru que David s'était levé avec elle, mais il dormait encore à côté de moi. David resserra son étreinte sur son épaule. Nous avons fouillé les environs en l'appelant par son nom. Puis nous avons couru vers l'hôte du camping, qui a contacté les gardes forestiers. À midi, il y avait 50 personnes à la recherche. Le soir, des centaines. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel pendant la nuit, demanda Wells. Des bruits, des mouvements, quoi que ce soit qui aurait pu vous réveiller brièvement. Karen secoua la tête, puis marqua une pause. Je me souviens avoir cru que c'était un rêve, mais je me souviens avoir entendu Lily rire tout bas, comme si elle essayait de se taire. Dans mon rêve, je lui disais de se rendormir. Quelle heure était-il? Je ne sais pas tard. Le feu s'était complètement éteint. Et tu es certain que le rabat de la tente était bien fermé quand tu t'es endormi? Bien sûr, répondit David. Je vérifie toujours. Je suis très strict sur la protection des animaux sauvages. Et Lily? Savait-elle comment ouvrir la tente? Karen hocha la tête. Elle avait appris cet été-là. On s'est entraîné dans le jardin plusieurs fois. Elle était très fière d'y arriver toute seule. L'agent Wells avait pris des notes, même si elle connaissait déjà la plupart des détails grâce à des entretiens précédents. Et il n'y avait personne d'inhabituel autour du camping. Personne qui prêtait une attention particulière à Lily? Non, répondit David fermement. Il y avait un couple de retraités sur le site suivant, les Henderson, mais ils ont été évacués. Un groupe d'étudiants environ 5 sites plus loin, tous retrouvés lors des recherches. Le camping était à moitié plein ce week-end-là. Et les animaux sauvages? Avez-vous vu des traces d'ours ou d'autres prédateurs dans la région? Le visage de Karen pâlit à cette insinuation. Tu veux dire, tu crois qu'un ours l'a enlevé de notre tente? Nous explorons toutes les possibilités, Madame Morgan, dit Wells prudemment. Le bracelet a été trouvé dans ce qui était clairement une tanière d'ours. Mais cela ne signifie pas forcément. Oh, mon Dieu, gémit Karen, se pliant en deux comme si elle souffrait physiquement. Karen?
David s'agenouilla près de sa femme, la serrant dans ses bras tandis qu'elle sanglotait. « Je suis vraiment désolé, » dit Wells en se levant. « Je sais que c'est difficile. Nous poursuivrons notre enquête et vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. » En quittant la maison des Morgan, Wells s'arrêta sur le perron. Quelque chose dans cette affaire l'avait toujours troublé, un détail qui ne collait pas vraiment. La découverte du bracelet dans la tanière de l'ours offrait une explication tragique mais plausible à la disparition de Lily, mais son instinct, aiguisé par 15 années au FBI, lui disait que la vérité était plus complexe. Son téléphone sonna, affichant le numéro du détective Mercer. Puis, répondit-elle. « Nous avons terminé l'examen préliminaire du site de la tanière, » rapporta Mercer sans préambule. Aucun reste humain n'a été retrouvé, au pas même des fragments d'os ou des dents, qui auraient survécu même si, eh bien, vous savez. Il n'y a donc aucune preuve que l'ours ait blessé l'enfant. Aucune que nous puissions détecter. Mais il y a plus. Les experts ont découvert des traces de tissu synthétique accrochées à une racine à l'intérieur du bureau. Les laboratoires effectuent des analyses en urgence, mais elles semblent correspondre à des traces de tissu provenant du sac à dos d'un enfant. Wells fronça les sourcils. Lily ne portait pas de sac à dos quand elle a disparu. Exactement. Et autre chose, nous avons trouvé une petite cache d'objets enfouis à environ 1 mètre dans la tanière. On dirait que l'ours collectionnait des objets brillants, il y avait le bracelet, quelques languettes de canettes, un petit jouet en plastique et ceci. Mercer marqua une pause. J'ai entendu du papier froissé à l'autre bout du fil. Une clé. On dirait une clé de maison, ou peut-être une clé de cadenas. Elle est vieille, rouillée, mais certainement pas quelque chose qu'on trouve naturellement dans une tanière d'ours. Intéressant, songea Wells. Les ours ne cachent généralement pas ce genre d'objet. Non, ce n'est pas le cas. Ce qui signifie soit que cet ours a un comportement très inhabituel, soit que quelqu'un a placé ces objets dans la tanière. Je suis sur le chemin du retour. Au laboratoire de police scientifique du siège de la police d'État du Montana, des techniciens analysaient les preuves provenant de la tanière de l'ours. Wells et Mercer se tenaient devant une table lumineuse et examinaient des photographies des objets récupérés. Le tissu provient sans aucun doute d'un sac à dos d'enfant, a déclaré le docteur Eleanor Patel, expert médico-légal. Plus précisément, un motif de princesse Disney, populaire il y a 4 ou 5 ans. Nous avons trouvé des traces de paillettes roses incrustées dans les fibres. De l'ADN, demanda Wells. Nous sommes encore en train de faire des tests, mais les résultats préliminaires montrent de multiples sources d'ADN, humain, certainement, mais aussi animal, et peut-être même canin. Un chien. Mercer fronça les sourcils. Les Morgan n'avaient pas de chien, et on n'a signalé aucun chien au camping ce week-end-là. Et la clé? Wells ramassa le sac contenant la clé rouillée. Il est petit, c'est le type de cadenas utilisé plutôt que de porte. De conception standard, fabriqué en série, a déclaré le docteur Patel. Impossible à retrouver sans un cadenas correspondant, mais les traces de rouille suggèrent qu'il a été exposé aux intempéries pendant des années avant d'atterrir dans ce bureau. Wells se tourna vers Mercer. Nous devons élargir la zone de recherche autour de la tanière. Si l'ours ramassait des objets, il pourrait y avoir d'autres indices à proximité. Je m'y suis déjà mis, acquiesça Mercer. J'ai des équipes qui cartographient un quadrillage s'étendant sur 1,5 km dans toutes les directions à partir du site de la tanière. Et nous devons revoir tous ceux qui se trouvaient dans cette zone du parc il y a 4 ans, pas seulement les campeurs, mais aussi les randonneurs, le personnel du parc, et toute personne ayant pu observer quelque chose d'inhabituel. Cela représente des centaines de personnes, la plupart ayant déjà été interrogées à plusieurs reprises. Je sais, dit Wells, mais maintenant nous avons de nouvelles questions à poser. Alors qu'il quittait le laboratoire, le téléphone de Wells sonna à nouveau. C'était le ranger Tridwell. Agent Wells, notre équipe a suivi la population d'ours dans la zone où nous avons découvert la tanière. D'après nos archives, cette tanière est utilisée de façon saisonnière par une ours noire femelle que nous avons désignée F307.
Elle a environ 9 ans maintenant et vit sur ce territoire depuis au moins 6 ans. Elle aurait donc été là quand Lily a disparu, a confirmé Wells. Oui, mais voilà, nos caméras de surveillance de la faune ont parfois filmé F307, et durant l'été qui a suivi la disparition de Lily, elle avait 2 oursons avec elle. Les ours noirs accompagnés de leurs oursons sont extrêmement protectrices et territoriales. Elles n'apportent généralement pas d'objets dans leur tanière, surtout pas d'objets portant une odeur humaine. Vous dites que l'ours n'aurait pas pu emporter ces objets dans sa tanière? Je dis que c'est hautement improbable. Les ours avec leurs oursons évitent autant que possible tout contact humain. Et si un ours avait enlevé un enfant, il y aurait des preuves, du sang, des vêtements, des restes. Le fait que nous n'en ayons trouvé aucune suggère qu'il est arrivé autre chose à cette petite fille. Wells le remercia et raccrocha, l'esprit brouillé. Si l'ours n'avait pas pris Lily ni ses affaires, alors comment son bracelet avait-il atterri là? Quelqu'un avait dû le placer délibérément. Mais pourquoi et qui? De retour au siège, le dossier Morgan remplissait 3 cartons dans la salle d'épreuve. Wells et Mercer passèrent des heures à examiner les déclarations, les photographies, les schémas de recherche et la chronologie de l'enquête initiale. Ils étalèrent les documents sur une table de conférence, créant ainsi une carte visuelle de l'affaire. Il y a 4 ans, nous nous sommes concentrés sur 3 possibilités principales, a déclaré Mercer, en tapotant différentes sections de leur tableau de preuves. Le premier scénario était toujours problématique, remarqua Wells. Même la plus aventureuse des enfants de 3 ans n'aurait pas pu parcourir une distance suffisante pour échapper aux équipes de recherche. Le terrain était trop difficile, et les enfants de cet âge ont tendance à emprunter les chemins de moindre résistance. Le deuxième scénario semblait désormais improbable, compte tenu de l'absence de restes sur le site de la tanière, ce qui laissait supposer une intervention humaine, conclut Wells. Quelqu'un a enlevé Lily de cette tente. Mais qui? Et pourquoi laisser son bracelet dans une tanière d'ours des années plus tard? Wells étudia la carte de la zone de recherche. Approchons les choses différemment. La tanière de l'ours se trouve à environ 8 mètres du campement. C'est une longue distance sur un terrain difficile. Si quelqu'un a emmené Lily, soit il savait exactement où il allait, soit il habitait dans le coin, conclut Mercer. Quelqu'un qui connaissait l'arrière-pays et qui pouvait naviguer sans sentier. Y a-t-il des résidences privées dans le parc? Non, mais il y a quelques propriétés et chalets privés juste à l'extérieur de la frontière. La plupart sont saisonniers, utilisés pour la chasse ou comme résidence secondaire. Wells attrapa sa veste. Allons parler aux gens du coin. La limite du parc national des glaciers a été transformée en forêt nationale, où un ensemble dispersé de propriétés privées s'étendait à l'ombre des montagnes. La plupart étaient des cabanes rustiques construites il y a des décennies, transmises de génération en génération ou vendues comme propriétés de loisirs. L'étroit chemin de terre serpentait à travers une forêt de pins, révélant parfois une allée ou une boîte aux lettres indiquant une habitation. Wells et Mercer passèrent la journée à interroger les habitants, à leur montrer des photos de Lily et à les interroger sur l'activité du quartier 4 ans plus tôt. La plupart se montrèrent coopératifs, mais disposaient de peu d'informations utiles. Nombre d'entre eux n'étaient même pas sur place à cette époque. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, ils s'approchèrent de la dernière propriété de leur liste. Une cabane délabrée, en retrait de la route, presque invisible parmi les arbres. Sur la boîte aux lettres, on pouvait lire « Peterson » en lettres délavées. D'après les registres du comté, cette propriété appartient à un certain James Peterson, dit Mercer en consultant ses notes. Acheté il y a 12 ans. Résident à temps plein, pas saisonnier. Ils se garèrent au bout de la longue allée et s'approchèrent à pied. La cabane semblait bien entretenue malgré son âge, avec un tas de bois bien rangé le long d'un mur et de la fumée s'échappant de la cheminée. Un pick-up vert cabossé était garé à proximité. Les rideaux étaient tirés sur toutes les fenêtres visibles. Wells frappa fermement à la porte d'entrée. Aucune réponse. Elle frappa de nouveau, plus fort. Monsieur Peterson, FBI et police d'État du Montana. Nous aimerions vous poser quelques questions.
Un mouvement résonna à l'intérieur, le frottement d'une chaise, des pas qui approchaient. La porte s'ouvrit de quelques centimètres, verrouillée par une chaîne. Le visage d'un homme apparut dans l'espace, la soixantaine, peau burinée, barbe grise, regard las. De quoi s'agit-il? Sa voix était rauque, comme si on l'utilisait rarement. Wells brandit ses papiers. Je suis l'agent spécial Diana Wells du FBI, et voici l'inspecteur Frank Mercer de la police d'État du Montana. Nous enquêtons sur une disparition et apprécierions que vous nous accordiez quelques minutes de votre temps. Je ne sais rien des personnes disparues, répondit Peterson, sans même tenter de défaire la chaîne. Il s'agit d'une enfant disparue d'un camping du parc il y a 4 ans, Lily Morgan, 3 ans. Nous discutons avec tous les habitants du quartier. Peterson resta impassible. Je me souviens avoir entendu parler de cette terrible chose, mais je ne peux pas vous aider. Étiez-vous en résidence en juin de cette année-là, monsieur Peterson? Je vis ici toute l'année, depuis 12 ans. Avez-vous remarqué une activité inhabituelle à ce moment-là? Des véhicules inconnus? Des gens dans le quartier qui n'étaient pas à leur place? Non. Ses réponses brèves et son refus d'ouvrir complètement la porte ont éveillé les soupçons de Wells. Monsieur Peterson, nous menons une enquête fédérale. Votre coopération serait grandement appréciée. Peterson détacha la chaîne et referma la porte pour la déverrouiller. Lorsqu'il la rouvrit, Wells remarqua immédiatement sa posture raide et la façon dont son regard se perdait dans l'allée. « Entrez, alors, dit-il, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois finir quelques corvées avant la nuit. » L'intérieur de la cabane était spartiate mais propre. Un poêle à bois dominait la pièce principale, entouré d'un mobilier simple, un fauteuil usé, une petite table à manger avec 2 chaises, des étagères remplies de livres de poche usés. Les murs étaient décorés de photographies de paysages, vraisemblablement prises dans la nature environnante. « Vous vivez seul, monsieur Peterson ?» demanda Mercer en remarquant l'unique tasse à café posée sur le comptoir. « Oui, depuis que ma femme est décédée il y a 11 ans. »« Je suis désolé pour votre perte, » dit Wells. « Que faites-vous dans la vie ? » ?»« Je suis à la retraite. Je travaillais dans la forêt. Ces jours-ci, je suis plutôt seul. Je fais de la photo animalière. » Il désigna les photos accrochées au mur. « Ces photos sont impressionnantes, » commenta Wells en s'approchant pour les examiner. La plupart sont des clichés typiques de la nature en montagne, lacs, animaux sauvages dans leur habitat naturel, mais l'une d'elles a retenu mon attention. Une ours noire avec ses 2 oursons, photographiés à distance respectueuse. « S'agit-il de F307 » demanda-t-elle, utilisant la désignation que les gardes du parc avaient donnée à l'ours. Les sourcils de Peterson se haussèrent légèrement. « Tu la connais ? Nous avons récemment trouvé des preuves liées à l'affaire Morgan dans son bureau. » Une lueur traversa le visage de Peterson, de l'inquiétude, peut-être de la peur. Elle disparut si vite que Wells crut presque qu'elle l'avait imaginé. « Quel genre de preuves ?» a-t-il demandé. « Un bracelet appartenant à la jeune fille disparue, ainsi que d'autres objets suggérant une intervention humaine. » Peterson se détourna et alla vers le poêle à bois pour ajouter une autre bûche, bien que la cabane fût déjà confortablement chauffée. Les ours ramassent toutes sortes de choses. Ça ne veut rien dire. Cet ours avait des oursons au moment de la disparition de Lily, insista Wells. Selon les experts de la faune sauvage, elle aurait évité le contact humain, au lieu de le rechercher. Les experts ne savent pas tout. Monsieur Peterson, possédez-vous des cadenas? Des cadenas, plus précisément? Il serait dit presque imperceptiblement. Quel genre de question est-ce? Bien sûr que oui. J'ai un hangar à l'arrière et un garde-meuble en ville. Nous avons trouvé une clé dans la tanière de l'ours avec le bracelet, une clé qui avait été exposée aux éléments pendant un certain temps avant d'atterrir là. Peterson se tourna vers eux, l'air désormais ouvertement hostile. On dirait que vous insinuez quelque chose, agent Wells. Si vous avez des questions, posez-les directement. Quelqu'un peut-il vérifier ce numéro? Je vous ai dit que je vivais seul.
Mercer examinait discrètement la cabane pendant que Wells interrogeait Peterson. Il prit la parole. « Votre porte de sous-sol est vraiment mal verrouillée, monsieur Peterson. Ça vous dérange si on jette un œil en bas ?» Le visage de Peterson s'assombrit. « Oui, ça me dérange. C'est mon espace privé. Vous voulez le voir ? Demandez un mandat. » Wells hocha lentement la tête. « On va s'en occuper, monsieur Peterson. En attendant, veuillez rester sur place. Nous aurons peut-être d'autres questions. » Alors qu'ils retournaient à leur véhicule, Wells s'adressa doucement à Mercer. « As-tu vu sa réaction quand j'ai parlé de l'ours avec ses oursons, puis de la clé ? Ouais. Et ces serrures de sous-sol sont excessives pour une cabane au milieu de nulle part. 3 peines dormants et un loquet de cadenas. Allons enquêter sur James Peterson. Quelque chose cloche. » De retour au bureau local, Wells examina les antécédents de Peterson tandis que Mercer s'efforçait d'obtenir un mandat de perquisition pour la cabane. Ce qu'elle découvrit la troubla profondément. James Peterson n'était pas son vrai nom. Il était né James Peterson avec un « E » et avait légèrement modifié l'orthographe de son nom lors de son installation dans le Montana 12 ans plus tôt. Pas assez pour déclencher des alertes d'identité, mais suffisant pour compliquer les recherches d'antécédents. Avant cela, il avait vécu dans le Wyoming, où il avait travaillé comme guide de nature sauvage et bénévole en recherche et sauvetage. Le cas le plus troublant était celui d'un garçon de 22 ans, dans le parc national de Yellowstone. Un garçon de 5 ans avait disparu lors d'un séjour de camping en famille, un cas qui présentait des similitudes frappantes avec celui de Lily. L'enfant avait disparu pendant la nuit d'une tente qu'il partageait avec ses parents. Peterson avait été l'un des bénévoles des recherches. Le garçon n'a jamais été retrouvé. Aucune inculpation n'a été portée, aucun soupçon officiel n'a été porté contre lui, mais les notes du dossier mentionnaient qu'il avait fait preuve d'un dévouement exceptionnel dans les recherches, s'aventurant souvent seul dans des zones hors du périmètre de recherche établi. Wells appela le garde forestier retraité qui avait coordonné les recherches, et qui vivait maintenant dans le Colorado. « Peterson ? » ?»« Oui, je me souviens de lui, » dit l'ancien garde. « Un drôle de canard. Il était plutôt discret, mais connaissait l'arrière-pays mieux que quiconque. Pourquoi, vous demandez-vous ? Nous enquêtons sur une disparition similaire à Glacier. Peterson vit maintenant près du parc. Il y eut un long silence. Vous savez, il y avait quelque chose qui m'a toujours dérangé chez lui. Après l'arrêt des recherches, alors que la plupart des volontaires étaient rentrés chez eux, Peterson revenait sans cesse. Il disait qu'il n'aurait de cesse que le garçon soit retrouvé. Admirable, sauf qu'il semblait presque obsédé, comme s'il y avait un intérêt personnel. A-t-il jamais été considéré comme un suspect, a demandé Wells. Pas officiellement, aucune preuve. Mais entre nous, je ne me suis jamais senti bien avec lui. Il y avait quelque chose dans son regard quand il parlait du garçon disparu. Ce n'était pas une inquiétude normale. C'était autre chose, quelque chose de possessif. Après avoir raccroché, Wells trouva Mercer en train d'examiner les documents préliminaires du mandat de perquisition. « Il faut agir vite », lui dit-elle, lui faisant part de ce qu'elle avait appris. « Peterson a un lien avec une affaire similaire, et je m'inquiète pour ses serrures de sous-sol. Le mandat prendra au moins jusqu'à demain matin, » a déclaré Mercer. Le juge Harmon est minutieux. Il ne signera pas sans avoir examiné toutes les preuves. On n'a pas jusqu'à demain matin, insista Wells. Si Peterson soupçonne qu'on le traque, il pourrait détruire des preuves ou s'enfuir. Il a eu 4 ans pour effacer ses traces. On ne peut pas lui accorder une nuit de plus. Que suggérez-vous ? Demanda Mercer. Nous devons établir une cause probable pour une entrée d'urgence si nous avions des raisons de croire que quelqu'un était en danger à l'intérieur de cette cabine, comme un appel au 911 signalant des cris ou une activité suspecte. Wells hocha la tête d'un air sombre. Exactement comme ça. La nuit était tombée sur la forêt lorsque 4 véhicules de police s'approchèrent de la cabane de Peterson, phares éteints.
Ils se garèrent à 400 mètres et l'équipe Wells, Mercer, 2 agents de la police d'État et un agent tactique poursuivit sa route à pied. Le répartiteur avait effectivement reçu un appel anonyme signalant des bruits et des lumières étranges sur la propriété de Peterson, justifiant ainsi légalement leur approche. La cabine était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lueur provenant de ce qui semblait être les fenêtres du sous-sol d'étroites fentes au niveau du sol, lourdement voilées. Le pick-up vert restait garé là où il l'avait vu plus tôt. « Il est rentré », murmura Mercer. « Approchez-vous de tous les côtés. Sécurisez d'abord le périmètre. S'il s'enfuit, on l'arrête dehors. » L'équipe se mit en position. Wells et Mercer prirent l'avant, tandis que les autres couvraient l'arrière et les côtés de la cabine. Au signal de Mercer, Wells frappa à la porte. « James Peterson, ici le FBI. Nous avons besoin que vous ouvriez la porte immédiatement. » Silence intérieur. Wells frappa à nouveau, plus fort. « Monsieur Peterson, ouvrez la porte maintenant. » Toujours pas de réponse. Wells fit un signe de tête à Mercer, qui parla dans sa radio. « À toutes les unités, le sujet ne répond pas, préparez-vous à entrer. » L'officier tactique s'avança avec un bélier. D'un coup puissant, le chambranle de la porte vola en éclats. Ils entrèrent rapidement, armes au poing, lampe de poche éclairant l'intérieur sombre. « Dégagez », appela Wells depuis la pièce principale. « Cuisine propre », a rapporté l'un des policiers. « La chambre est libre », a ajouté un autre. La cabane semblait vide, même si le poêle à bois était encore chaud, signe que Peterson y était passé récemment. Wells remarqua une tasse à café à moitié vide sur le comptoir et la toucha. « Encore chaude », dit-elle. « Il n'a pas pu aller bien loin. Vérifie dehors. » Mercer désigna la porte du sous-sol avec ses multiples serrures. Toutes déverrouillées, il les conduisit dans un étroit escalier. Le sous-sol était plus grand que Wells ne l'avait imaginé, s'étendant au-delà de la superficie de la cabane. Contrairement au rez-de-chaussée spartiate, il était encombré d'étagères, d'établis et de conteneurs de rangement. Un mur était entièrement consacré au matériel photographique, appareils photo, objectifs, éclairage et à plusieurs ordinateurs haut de gamme. « Regardez ça », cria Mercer depuis un coin où il avait découvert une porte cachée derrière une étagère. Elle s'ouvrit sur un étroit tunnel, étayé par des supports en bois, qui menait à l'extérieur de la cabane. « Une échappatoire », dit Wells. Il savait qu'on reviendrait. Alors qu'il s'apprêtait à suivre le tunnel, un agent interpella depuis une autre section du sous-sol, « Agent Wells, inspecteur Mercer, vous devez absolument voir ça. » Ils l'ont trouvé debout devant une porte verrouillée, la seule porte intérieure du sous-sol, avec un nouveau loquet et un cadenas brillant. « Reculez », ordonna Mercer, puis il tira un coup de feu dans la serrure, la brisant. La porte s'ouvrit lentement, révélant une petite pièce au-delà. Les murs étaient couverts de photos, des centaines d'entre elles, soigneusement rangées dans un ordre chronologique. Elles montraient un enfant à différents âges, d'environ 3 ans à ce qui semblait être des images actuelles d'une fillette de 7 ans. Toutes présentaient le même sujet, une enfant blonde au visage familier, Lily Morgan, en pleine croissance. « Oh mon Dieu », souffla Wells. Mais la pièce était vide. Pas d'enfant, pas de Peterson, juste les preuves photographiques de ces années de captivité. « Ces photos ont été prises ici », dit Mercer en désignant des détails en arrière-plan qui correspondaient à la cabane et à la forêt environnante. Ils la tenaient depuis tout ce temps. Ils ont étudié les photos les plus récentes, datant de quelques jours seulement. « Elle est vivante », a déclaré Wells. « Et si elles sont récentes, elles n'ont pas pu aller bien loin. » Ils se précipitèrent vers l'entrée du tunnel. C'était un bâtiment rudimentaire mais efficace, suffisamment large pour qu'un adulte puisse s'y déplacer en position accroupie. L'officier tactique passa le premier, suivi de Wells et Mercer, tandis que les soldats sécurisaient la cabane. Le tunnel s'étendait sur une 50aine de mètres, débouchant dans un épais fourré de pin, bien dissimulé de la cabane. Des empreintes de pas dans la terre meuble indiquaient que 2 personnes étaient passées par ici récemment, une grande série, clairement celle de Peterson, et des empreintes plus petites qui ne pouvaient appartenir qu'à un enfant.
Il se dirige vers l'est, remarqua l'officier tactique en examinant les traces avec sa lampe torche. Il pénètre dans la forêt nationale. Il l'emmène dans une autre cachette, dit Wells. Appelez des renforts, chiens de recherche, hélicoptères équipés d'une caméra thermique. Nous devons les retrouver avant qu'ils ne disparaissent à nouveau avec elle. Les recherches se sont poursuivies toute la nuit, s'étendant au-delà de la sortie du tunnel. Des forces de l'ordre supplémentaires sont arrivées, accompagnées de gardes forestiers connaissant bien le terrain. Les chiens de recherche ont repéré la piste olfactive, la suivant sur plusieurs kilomètres dans la forêt avant de la perdre au bord d'un ruisseau rapide. À l'aube, un hélicoptère équipé d'un système d'imagerie thermique a détecté une signature thermique à environ 3 km au-delà du ruisseau. Trop petite pour être celle d'un adulte, mais comparable à celle d'un enfant. Elle se trouvait à l'intérieur de ce qui semblait être une petite grotte creusée dans un affleurement rocheux. Wells et Mercer, accompagnés d'une équipe tactique, s'approchèrent prudemment des lieux. Peterson était peut-être armé et certainement désespéré. L'entrée de la grotte était étroite, partiellement cachée par les broussailles, mais visiblement perturbée par une activité récente. « James Peterson », cria Wells. « Ici le FBI. La grotte est encerclée. Sortez, main visible. » Silence à l'intérieur. Ils attendirent, armes prêtes, jusqu'à ce qu'une petite voix les appelle de l'intérieur de la grotte. « Il n'est plus là. Il m'a quitté. » Wells se figea, puis s'approcha lentement de l'entrée de la grotte, rengainant son arme. « Lily, c'est toi. » « Oui, » répondit la petite voix effrayée. « Je m'appelle Lily. Je suis du FBI. Tes parents m'ont envoyé te chercher. Peux-tu sortir pour qu'on puisse te voir ? Je ne peux pas, papa James m'a dit de rester caché jusqu'à son retour. Il a dit que des gens méchants essaieraient de m'enlever. » Wells s'agenouilla à l'entrée de la grotte et parla doucement. « Lily, je te promets que tu es en sécurité maintenant. Personne ne te fera de mal. Tes vrais parents te cherchent depuis très longtemps. Tu leur manques terriblement. » Silence, puis un bruissement dans l'obscurité. Une petite silhouette émergea prudemment dans la lumière de l'aube, une fillette mince aux longs cheveux blonds et au regard fatigué, vêtue de vêtements trop grands pour sa silhouette. Malgré les années passées, sa ressemblance avec les photos de Lily Morgan, alors âgée de 3 ans, était indéniable. Wells s'approcha lentement, s'agenouillant au niveau de Lily. « Salut, Lily. Je suis ravi de te rencontrer. » La fille observa son visage. « Tu m'emmènes vraiment voir mes parents ? » ?»« Oui, c'est vrai. Ils t'attendent depuis très longtemps. » Lily jeta un coup d'œil à la grotte, puis à la forêt, comme si elle s'attendait à voir Peterson apparaître. « Papa James va être en colère. »« Tu n'as plus à t'inquiéter pour lui, » lui assura Wells. « Tu es en sécurité maintenant. » Tandis qu'il conduisait Lily vers les véhicules qui attendaient, Mercer coordonnait la poursuite des recherches pour retrouver Peterson. Il n'a pas dû aller bien loin à pied. On va le retrouver. Wells enveloppa les épaules de Lily d'une couverture. La priorité est de la mettre en sécurité et de lui prodiguer des soins médicaux. Peterson n'ira pas bien loin. Tous les services de police de l'État sont désormais à sa recherche. Pendant que Lily subissait un examen médical et une évaluation psychologique à l'hôpital, Wells reconstitua l'histoire à partir des preuves trouvées dans la cabane de Peterson et des déclarations limitées de Lily. Peterson avait rôdé au camping cette nuit-là, 4 ans auparavant. D'après ses propres journaux retrouvés au sous-sol, il avait surveillé Lily pendant 2 jours avant de l'emmener, la croyant négligée par ses parents qui l'avaient momentanément perdue de vue la veille à un pique-nique. Dans son esprit pervers, il la sauvait, et non l'enlevait. Il l'avait attirée hors de la tente en lui montrant un petit chiot errant qu'il avait trouvé et dressé spécialement à cet effet. Le rire que Karen Morgan se souvenait avoir entendu était bien réel. Lily avait été ravie par le chiot et avait volontiers suivi Peterson hors de la tente. Il l'avait emmené directement dans sa cabane, où une pièce spécialement aménagée au sous-sol était devenue sa prison et son foyer pour les 4 années suivantes. Le lien entre l'ours et la tanière était une tentative de diversion de la part de Peterson.
il avait délibérément placé le bracelet de Lily et d'autres objets dans la tanière pour suggérer qu'elle avait été enlevée par un animal sauvage, espérant mettre un terme définitif aux recherches. Le tissu du sac à dos provenait d'un sac qu'il avait acheté pour Lily, jeté morceau par morceau dans la tanière avec le bracelet. Le plus troublant étaient les photos documentant la captivité de Lily. Peterson avait créé un monde imaginaire complexe, racontant à Lily que ses parents l'avaient abandonnée et qu'ils l'avaient sauvée de la nature sauvage. Il se faisait appeler Papa James et construisait un récit le présentant comme son protecteur contre un monde extérieur hostile. Avec le temps, Lily avait accepté cette réalité trop jeune pour se souvenir de sa vie avant l'enlèvement. 4 jours après l'attaque de la cabane de Peterson, un garde forestier en patrouille de routine découvrit son corps dans une zone reculée du parc national des Glaciers. Il était mort d'une blessure par balle qu'il s'était lui-même infligée, laissant derrière lui une lettre décousue de 12 pages où il justifiait tour à tour son geste en disant qu'il avait sauvé Lily et regrettait de ne pas avoir pu la protéger. Karen et David Morgan s'approchèrent lentement de la chambre d'hôpital, leur visage exprimant un mélange complexe de joie, d'anxiété et de chagrin. Derrière la porte attendait leur fille, non pas la petite fille qu'ils avaient perdue, mais une enfant de 7 ans qui avait passé plus de temps avec son ravisseur qu'avec eux. On lui a dit que vous veniez, expliqua doucement Wells. Le docteur Bennett l'a préparée autant que possible, mais ce sera difficile. Elle a des fragments de souvenirs d'avant, mais Peterson les a systématiquement remplacés par son propre récit. Elle ne vous reconnaîtra peut-être pas immédiatement. Karen hocha la tête, les larmes coulant déjà sur son visage. Nous comprenons. Nous avons travaillé avec la psychologue pour enfants. Nous savons que ce n'est que le début. Elle est en bonne santé physique, a poursuivi Wells. Heureusement, aucun signe d'abus sexuel. Peterson semble avoir été obsédé par son rôle de père plutôt que par quelque chose de pire. Mais le traumatisme psychologique est important. Il lui faudra du temps et une aide professionnelle pour s'adapter. Nous avons tout le temps du monde, dit David fermement. Nous avons attendu 4 ans pour la retrouver. Nous attendrons le temps qu'il faudra pour l'aider à guérir. Ils entrèrent ensemble dans la chambre. Lily était assise sur le lit, vêtue de vêtements neufs fournis par l'hôpital, ses cheveux blonds fraîchement lavés et brossés. Elle leva les yeux à leur entrée, l'air réservé, incertain. Karen s'arrêta à quelques pas du lit. Lily, c'est maman et papa. Lily observa leur visage avec une intensité inouïe pour son âge. Je me souviens. Je crois me souvenir de ta voix. Tu chantais pour moi. Karen hocha la tête, incapable de parler à cause de ses larmes. Tu es mon rayon de soleil, Lily, murmura-t-elle. C'était la chanson. Oui, réussit à dire Karen. Tous les soirs avant de se coucher. Le regard de Lily se tourna vers David. Tu avais une barbe avant, une rousse. C'est vrai, confirma David en touchant son visage désormais rasé de près. Je me l'ai laissé pousser quand on allait camper. Ta mère disait que ça me donnait l'air d'un bûcheron. Une lueur brilla dans les yeux de Lily, ou une reconnaissance peut-être, ou le réveil d'un souvenir enfoui depuis longtemps. Elle ne sourit pas, mais sa posture se détendit légèrement. Les médecins disent que je pourrai bientôt rentrer chez moi, dit-elle timidement. C'est là qu'on va? Oui, ma chérie, répondit Karen en s'approchant prudemment. Nous avons gardé ta chambre telle qu'elle était. Tes peluches t'attendent toujours. Lily réfléchit. Papa James a dit que tu ne voulais plus de moi, que tu m'avais laissé exprès dans les bois. Karen et David échangèrent un regard douloureux. Ce n'était pas vrai, Lily, dit doucement David. Nous n'avons jamais cessé de te chercher, pas un seul jour. Nous t'aimons plus que tout au monde, ajouta Karen. Et tu nous as manqué à chaque minute de ton absence. Lily ne répondit pas immédiatement. Elle attrapa un petit chien en peluche sur le lit, un jouet thérapeutique fourni par la psychologue pour enfants, et le serra contre sa poitrine. Je peux l'emporter, demanda-t-elle finalement. Le docteur Bennett a dit que je pouvais le garder. Bien sûr, dit Karen. Tu peux apporter tout ce que tu veux. Lily hocha la tête, serrant plus fort le jouet. Je crois,
je crois que j'aimerais rentrer à la maison maintenant. 6 mois plus tard, l'agent Wells était assis en face du docteur Rebecca Bennett dans le bureau du psychologue, examinant les progrès de Lily. Elle se porte remarquablement bien, tout bien considéré, a expliqué le docteur Bennett. Les enfants sont incroyablement résilients, et Lily avait l'avantage d'être très jeune lorsqu'elle a été enlevée. Son attachement à ses parents biologiques n'a pas été complètement rompu, juste refoulé. A-t-elle parlé davantage de son expérience avec Peterson, a demandé Wells. Oui, mais avec prudence dans le cadre d'une thérapie structurée. Elle est maintenant capable de faire la distinction entre Papa James et son vrai père. Elle comprend que ce que Peterson a fait était mal, même si elle est encore un peu confuse. Il n'était pas violent physiquement, ce qui complexifie ses sentiments à son égard. Le syndrome de Stockholm en est une forme. Oui, répondit Wells. Peterson a créé un monde isolé où il était son protecteur, son soutien et son seul lien humain. Briser ce conditionnement prend du temps, mais elle progresse chaque jour. Wells hocha la tête et prit des notes pour son rapport de cas final. Et les Morgan ont été exemplaires, a déclaré chaleureusement le docteur Bennett. Ils ont assisté à chaque séance de thérapie et suivi toutes les recommandations. Ils ont créé un environnement stable et encourageant tout en respectant le besoin de Lily de gérer son traumatisme à son rythme. Les séances de thérapie familiale ont été particulièrement efficaces. Est-ce que Lily comprend ce qui est arrivé à Peterson? Nous lui avons expliqué la situation en termes adaptés à son âge. Elle sait qu'il est mort et qu'elle ne peut plus la reprendre, ce qui l'a rassurée. Au début, elle faisait des cauchemars, la peur qu'il revienne la chercher, mais ceux-ci ont considérablement diminué. Est-ce qu'elle pose encore des questions sur le chiot, soupira le docteur Bennett. Oui. Le chiot était l'outil de manipulation le plus efficace de Peterson. Il l'utilisait pour l'attirer hors de la tente, puis le garder comme compagnon pendant la première année. Lorsqu'il est devenu trop grand et trop énergique pour le sous-sol, il s'en est débarrassé et a dit à Lily qu'il s'était enfui. Elle parle encore de le retrouver un jour. Wells prit une dernière note, puis referma son dossier. Merci, docteur. Cela nous aidera à compléter notre dossier. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir, selon vous? Le docteur Bennett a réfléchi à la question. C'est juste que les cas comme celui-ci sont extrêmement rares. La combinaison de facteurs, le profil psychologique de Peterson, son isolement, son lien antérieur avec une affaire similaire a créé une situation idéale. La plupart des cas de disparition d'enfants ne se terminent pas ainsi. Tu veux dire avec l'enfant retrouvé vivant après des années de captivité? Exactement. C'est presque sans précédent. Wells se leva pour partir. Une dernière question, pensez-vous que Lily se remettra un jour complètement de cette expérience? Se rétablir complètement n'est pas vraiment le bon terme, a déclaré le docteur Bennett d'un ton pensif. Lily ne sera jamais la personne qu'elle aurait été sans ce traumatisme. Mais cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas mener une vie saine et heureuse. Avec un soutien et une thérapie continue, je suis convaincu qu'elle intégrera cette expérience à son histoire plutôt que de se laisser définir par elle. Les enfants ont une capacité extraordinaire à guérir. 1 an après le sauvetage de Lily, Wells reçut une enveloppe par la poste. À l'intérieur se trouvait un dessin au crayon représentant 4 personnages, un homme, une femme, une petite fille et un chiot Golden Retriever. En bas, d'une écriture enfantine soignée, on pouvait lire « Merci de m'avoir retrouvé. Bisous, Lily Morgan ». Un petit mot de Karen et David était joint. J'ai pensé que vous aimeriez savoir que Lily s'épanouit en CE1. Elle suit encore une thérapie 2 fois par semaine, mais les cauchemars sont rares maintenant. Le mois dernier, nous avons adopté un chiot Golden Retriever au refuge local. Lily l'a appelé Scout. Elle dit qu'il l'aide à se sentir courageuse. Nous ne vous remercierons jamais assez d'avoir ramené notre fille à la maison. Wells a épinglé le dessin sur le tableau d'affichage de son bureau, une touche personnelle rare dans son espace par ailleurs strictement professionnel. Cela lui a rappelé que même dans les situations les plus sombres, la lumière peut parfois triompher. La découverte du garde forestier Treadwell dans cette tanière d'ours avait non seulement permis de sauver Lily,
mais aussi de réexaminer l'affaire de Yellowstone, qui remontait à 22 ans. Bien que l'enfant n'ait jamais été retrouvé, les enquêteurs ont découvert des preuves suggérant que Peterson était bel et bien impliqué. Des photographies dans sa cabane montraient un jeune garçon correspondant à la description de l'enfant disparu. L'affaire restait ouverte, une autre famille attendant toujours des réponses. Pour Wells, l'affaire Morgan représentait à la fois les profondeurs de la dépravation humaine et la remarquable résilience de l'esprit humain. Un petit bracelet en argent découvert par hasard dans une tanière d'ours abandonnée avait permis de percer un mystère vieux de 4 ans et de rendre un enfant à sa famille. Dans son domaine, de tels dénouements étaient extrêmement rares. Alors qu'elle se préparait à partir pour sa prochaine mission, Wells jeta un dernier coup d'œil au dessin de Lily. La petite fille avec le Golden Retriever avait retrouvé son chemin. Parfois, cela suffisait. Au cœur des archives de l'unité d'analyse comportementale du FBI, le dossier de James Peterson rejoignait d'autres dossiers concernant des prédateurs similaires, des individus qui enlevaient des enfants non pas pour des raisons sexuelles, mais par désir pervers de fonder une famille. Peterson avait perdu sa propre fille lors d'une bataille pour la garde de ses enfants après son divorce, ce qui avait provoqué une rupture psychologique qui l'avait finalement conduit à la remplacer en prenant d'autres enfants. Ces journaux détaillés, retrouvés dans la cabane, ont révélé un homme convaincu de secourir des enfants délaissés plutôt que de les enlever. L'univers fantasmatique élaboré qu'il a créé en se positionnant comme un sauveur plutôt que comme un kidnappeur lui a permis de justifier ses actes tout en infligeant d'incommensurables souffrances aux familles de ses victimes. Le cas de Lily Morgan est devenu une étude obligatoire pour les agents du FBI spécialisés dans les enlèvements d'enfants. Son sauvetage après 4 ans de captivité a été cité comme une raison de ne jamais perdre espoir et de poursuivre chaque piste, aussi irréfutable que puisse paraître l'affaire. La découverte de la tanière de l'ours a brutalement rappelé que les preuves décisives surgissent parfois aux endroits les plus inattendus. Et dans un quartier calme de Missoula, dans le Montana, une petite fille nommée Lily a continué le long voyage de reconquête de sa vie un jour à la fois, avec des parents aimants qui n'avaient jamais cessé de chercher et un chiot nommé Scout qui l'a aidé à se sentir suffisamment courageuse pour affronter chaque nouveau défi. Le bracelet qui l'avait sauvée reposait désormais dans une boîte à preuves, sa fonction accomplie. Mais son héritage subsistait en Lily elle-même, une enfant perdue et retrouvée, brisée mais en voie de guérison, changée à jamais mais pas vaincue par ce qu'elle avait enduré.